Notre invité ce matin, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voudrais commencer, avant de parler de la Turquie, de la Syrie, de la Corée du Nord, des États-Unis, je voudrais commencer avec la Pologne. Le président a signé la loi prévoyant 3 ans de prison pour les Polonais ou les étrangers qui accusent la nation ou l'État polonais de participation au crime nazi. N'est-ce pas nier la participation de Polonais au génocide des Juifs? Franchement. Nous trouvons que cette loi est malvenue. Nous nous sommes exprimés d'ailleurs sur ce sujet. Il ne faut pas réécrire l'histoire. Ce n'est jamais très bon et il faut surtout s'arc-bouter à la mémoire de la Shoah, la diffuser partout, régulièrement, systématiquement. Et donc tout élément qui pourrait venir pervertir cette mémoire est négatif. Vous êtes ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ministre de l'Europe. Réécrire l'histoire dans un pays de l'Union européenne, est-ce acceptable, franchement? Non, il faut le dire les choses très très clairement, de cette position, cette posture, qui n'est d'ailleurs pas une posture nouvelle concernant le respect de principes fondamentaux de l'Union européenne, cette posture est condamnable, et nous le disons. Vous le dites, mais l'Europe ne le dit pas. Je n'entends rien. J'ai entendu des déclarations de plusieurs responsables européens qui étaient un peu indignés de cette posture. Est-ce qu'il faut prendre des sanctions? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, demander au gouvernement polonais de revoir? Je pense que la pression morale sera suffisamment forte, enfin je l'espère, et en tout cas j'espère aussi que le peuple polonais saura se raviser et faire en sorte que, aux prochaines échéances, ils sortent de ce carcan qu'il leur est imposé par des options nationaliste tout à fait regrettable. C'est du nationalisme. C'est du nationalisme. Le 20 janvier, je change de sujet, l'armée turque a lancé une offensive contre les Kurdes l'enclave d'Afrin, c'est bien cela, sur le territoire syrien, au nord du territoire syrien. Est-ce que vous condamnez cette offensive? Il y a une chose que l'on peut comprendre et une chose qu'on ne peut pas comprendre. Oui. D'abord, nous avons, la France avec les Kurdes, depuis longtemps, une relation d'estime, d'amitié. Et je rappelle ici que les Kurdes ont été tout à fait exemplaires et tout à fait déterminants dans la reprise de Raqqa. Les Peshmerga ont joué un rôle très significatif et vous savez combien nous étions attachés à la reprise de Raqqa, puisque c'est de Raqqa que sont venus les terroristes qui ont ensanglanté notre pays. Une chose qu'on peut comprendre, c'est que la Turquie, dans cette situation, veuille assurer la sécurité de ses frontières. C'est un droit légitime. Mais assurer la sécurité de ses frontières, ce n'est pas aller tuer des civils. Oui. Et ça, c'est condamnable. L'armée turque... Il ne faudrait pas, dans une situation très dangereuse aujourd'hui en Syrie, dramatique, à tous égards, rajouter de la guerre à la guerre. Et ce qui est en train de se passer en Syrie, c'est qu'après le retrait, la défaite, qui n'est pas achevée de Daesh, c'est bien engagé, mais ce n'est pas achevé. Il y a encore des noyaux Daesh de n'est combattants. pas vaincu militairement aujourd'hui. Définitivement. En Irak, on peut le dire. En Syrie, c'est pas encore tout à fait le cas. Donc il n'est pas acceptable de rajouter de la guerre à la guerre en Syrie. Ce qui nous amène à une nécessité encore plus crucial aujourd'hui qu'hier, c'est de faire en sorte que le processus politique puisse s'engager pour précisément assurer, y compris la Turquie, de la sécurité de ses frontières, et y compris à l'intérieur de la Syrie, le fait que les différentes composantes, communautés de la Syrie puissent vivre en paix, y compris le fait qu'il y ait aujourd'hui, sur 27 millions d'habitants, 12 à 13 millions qui sont réfugiés ou déplacés. C'est ça la réalité de la Syrie aujourd'hui. C'est la réalité d'Afrin, que je viens d'évoquer, mais c'est aussi la réalité dans la partie est de Damas, qui s'appelle Ghouta Est, où le régime est en train d'enfermer 400 000 personnes qui n'ont pas le droit à l'aide humanitaire, qui sont en train de bombarder, non pas à la Ghouta Est, mais dans la région d'Idlib, et qui sont en train de bombarder des populations, et tout ça n'est pas acceptable. Et d'utiliser l'arme chimique? Et d'utiliser l'arme chimique, vraisemblablement. Vous confirmez? Nous avons nouvelle utilisation tous les éléments, toutes les indications. Je parle avec précaution, parce que tant qu'il ne sait pas complètement documenté, il faut être prudent, mais toutes les indications nous montrent aujourd'hui qu'il y a l'usage du chlore par le régime en ce moment en Syrie. Il y a une enquête qui est ouverte par les Nations Unies sur ce sujet depuis hier. Donc il y a encore cette menace d'utilisation de l'arme chimique. C'est une situation très grave. Et il faut aujourd'hui que le processus qui avait été initié à Genève, un processus dit des Nations Unies, se mette en place de manière sérieuse et que le régime accepte tout ce qu'on veut. Mais ça n'a pas lieu aujourd'hui.
l'armée syrienne qui utilise l'arme chimique aujourd'hui. On en a tellement parlé il y a quelques mois, il y a quelques années, et maintenant ça continue. Ça continue par l'usage du chlore, oui, nous le constatons et nous le condamnons avec beaucoup de fermeté. Vous condamnez, mais nous avons fait d'autres. Nous avons fait autre chose. Oui. À partir du moment où la Russie a bloqué toute délibération du Conseil de sécurité sur ce sujet. Il faut quand même le rappeler ici. Je l'ai dit à M. Lavrov, avec qui je m'entretiens régulièrement. Je lui ai encore dit ça hier. Vous avez bloqué la condamnation de la Syrie pour usage de l'arme chimique à 5 reprises au Conseil de sécurité. Nous avons pris une initiative, la France, le président Macron, de réunir à Paris il y a 10 jours, avec le secrétaire américain, mais avec 30 pays différents, le fait que nous engagions un partenariat pour lutter contre l'impunité de tous ceux qui utilisent l'arme chimique, et nous avons décidé de rendre public tous ceux que nous connaissons, entités ou personnes, qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent dans le processus d'élaboration de l'arme chimique, et nous avons rendu public, nous-mêmes, ces acteurs, et nous les avons sanctionnés par interdiction d'usage bancaire. Vous allez prendre etc. une nouvelle initiative ou pas? Cette initiative-là est très forte. Elle est très forte. Bon. Et nous souhaitons que tous ceux qui veulent bien combattre l'arme chimique puissent nous rejoindre. Parce qu'il y a en ce moment, dans le monde instable, plein de risques et de menaces, il y a 3 risques qui se cumulent. Et c'est ce qui rend la situation extrêmement dangereuse. Vous avez d'abord le problème de la prolifération, prolifération nucléaire, on va sans doute en parler, prolifération chimique, nous en parlons, prolifération balistique. La prolifération, qui est un danger considérable puisque ça entraîne des contagions. Il y a le deuxième risque, c'est le terrorisme, et le troisième risque, ce sont les menaces expansionnistes. Et les 3 parfois se cumulent, s'articulent entre elles pour avoir une situation qui peut être demain explosive, en tout cas qui met en cause notre sécurité. Et le rôle que m'a confié le président de la République, c'est d'essayer d'agir pour éviter que cela ne provoque des perturbations graves. Jean-Yves Le Drian, je vais revenir quand même à l'attitude de l'armée turque, au comportement des Turcs. L'armée turque qui torture, qui mutile, qui tue des Kurdes combattants, qui se sont battus auprès de nous, qui ont combattu l'État islamique. Tiens, je me souviens des libérateurs de Kobané. Oui, de Kobané, de Raqqa, je les évoquais tout à l'heure. Que va faire la France? Le droit international est violé. Il est violé par la Turquie. Il est violé par la Turquie, il est violé par le régime de Damas, il est violé aussi par l'Iran, il est violé par ceux qui attaquent la Daesh, il est violé par ceux qui attaquent Idlib. Est-ce que nous sommes en train d'abandonner ceux qui ont combattu l'État islamique? Pas du tout. Il faut demain que à Genève, le processus de transition politique se mette en place, sinon il n'y a pas d'issue. Et le processus de transition politique, il concerne l'ensemble des zones affectées par les crises. Est-ce que vous exigez le retrait de l'armée turque de cette région de Syrie? Le retrait de tous ceux qui n'ont rien à faire en Syrie. Oui. Tous ceux qui n'ont rien à faire en Syrie, y compris les milices iraniennes, y compris le Hezbollah. C'est ça la situation. On ne peut pas uniquement se focaliser sur un point qui est dramatique. Oui. Il faut voir l'ensemble de la situation syrienne, et l'ensemble de la situation syrienne ne peut se résoudre que s'il y a un processus politique sérieux qui se met en place. Ce n'est pas encore le cas. Et c'est pourquoi la France a pris l'initiative de réunir plusieurs partenaires pour proposer des solutions qui vont de l'élection, la constitution, les mesures de confiance, les cessez-le-feu, l'aide humanitaire, pour que ça se passe à Genève sous l'autorité des Nations Unies maintenant. C'est ce que nous disons aux Russes, c'est ce que nous disons aux Iraniens. Je vais aller en Iran dans peu de jours. C'est ce que nous disons aux Turcs. Il faut que cela se passe dans l'enceinte des Nations Unies. Sinon, on va avoir une cumulation de la guerre dans la guerre qui va être dramatique. Il y aura une nouvelle crise syrienne sans sortie sérieuse. Des djihadistes français, femmes et hommes, ont été arrêtés. Je parle de la Syrie, arrêtés par les Kurdes. Combien? Vous savez exactement combien? On nous dit une petite centaine. Arrêtés par les Kurdes. Arrêtés par les Kurdes. Il faut parler des choses très précises. Oui, je suis précis. Arrêtés par les Kurdes en Syrie. En Syrie, c'est-à-dire au nord-est de la Syrie. Une centaine. À peu près. Une centaine. Seront-ils jugés par les Kurdes? Ils vont être jugés par les autorités judiciaires locales. Ils ne seront pas rapatriés en France. Ils ne seront pas rapatriés en France dans la mesure où ce sont des combattants, donc ce sont des ennemis. C'est vrai pour l'Irak, c'est vrai pour la Syrie, qui ont combattu des citoyens de Syrie, qui ont combattu des Turcs, qui ont violé, qui ont fait des actes de barbarie. Les enfants, c'est une autre situation. Sur les enfants, nous voulons faire en sorte que par le biais de la Croix-Rouge, nous puissions les rapatrier en France. Mais une centaine... Oui. On les a pas encore vraiment localisés. On a des signalements, parce que nous sommes encore en guerre dans cette zone. Oui. C'est encore conflictuel. Oui. Donc l'identification sérieuse est en cours. Et voilà quelle est la doctrine que nous voulons mettre en œuvre. Ce sont des combattants, ils sont français, mais ils sont nos ennemis.
ils ont combattu dans les rangs de ceux qui ont commis des assassinats. Ce sont des gens qui ont posé des actes de barbarie. Ce sont des gens qui ont attaqué les Kurdes, qui ont attaqué les forces irakiennes, qui sont des combattants. Et alors, donc, ils ont donc les conclusions de leur action. Et la conclusion de leur action, c'est qu'ils soient jugés par ceux qu'ils ont combattus. Ils sont jugés donc par les Kurdes. Ils seront jugés par les autorités locales. Je dis par les autorités locales. C'est pas automatiquement les Kurdes. Ce sont les forces démocratiques syriennes qui aussi. Je parle maintenant des djihadistes français, hommes ou femmes, femmes ou hommes, qui ont été arrêtés en Irak. Oui. Combien? 6 familles. 6 familles. 6 familles qui seront jugées en Irak. Absolument, sauf les enfants. Sauf les enfants. S'il y a condamnation à mort, ce qui est possible en Irak, la France interviendra-t-elle pour éviter les exécutions? D'abord, ces prisonniers irakiens ne sont pas allés en Irak pour faire du tourisme. Ils sont allés en Irak pour combattre. Pour combattre dans les rangs de Daesh. Ils sont donc emprisonnés logiquement. Ils seront donc jugés. Ils ont le droit à la protection consulaire. C'est-à-dire que notre consul vérifie si ils sont bien traités, si les droits fondamentaux sont respectés. Ensuite, il y aura un procès par les autorités irakiennes. La peine de mort existe en Irak, elle existe dans d'autres pays du monde. Il y a aujourd'hui 7 ou 8 Français qui sont condamnés à mort, y compris aux États-Unis, figurez-vous. Et dans ces cas-là, la France fait savoir sa position. Moi, je vais me rendre bientôt en Irak et je le ferai savoir moi-même. La France, vous-même, le gouvernement, mais nous avons tout pour éviter les exécutions. Nous faisons tout dans chaque situation où il y a un Français qui est condamné à mort dans un pays où la peine de mort existe, que ce soit aux États-Unis, en Indonésie ou en Irak, nous le disons. Pour éviter les exécutions. Voilà. L'arme nucléaire. Les États-Unis engagent un effort de réarmement massif. Je regardais les chiffres. 716, je dis bien 716 milliards de dollars en 2019. Mais c'est considérable, 716 milliards de dollars. La paix par la force, c'est la doctrine américaine? Nous sommes dans une situation mondiale très instable, où la menace nucléaire existe, où la non-prolifération est en danger. Et donc, on peut comprendre qu'il y ait une volonté de renforcement de la part des Américains de leur posture militaire. Les chiffres sont annoncés. Il faut maintenant qu'ils soient mis en œuvre. Il n'y a pas, à ma connaissance, en fonction des premiers éléments que j'ai pu avoir de la nouvelle revue stratégique américaine, modification sur le fond de la conception de la dissuasion nucléaire. Donc pas d'inquiétude particulière devant cet engagement massif. Il y a volonté du renforcement de la dissuasion nucleaire. Et volonté du renforcement militaire des Américains qui pensent qu'ils ont peut-être perdu un peu de temps ces dernières années. Je pense que la bonne posture américaine serait d'être très ferme sur le respect de la non-prolifération et sur le fait qu'il faut engager avec la Corée du Nord et avec l'Iran une discussion ferme pour empêcher la prolifération. Ça a été le cas en Iran. Et nous pensons, nous avons un désaccord avec les Américains sur ce point, nous pensons que le traité de Vienne est un traité qui est respecté et que ce traité permet d'éviter que l'Iran accède à l'arme nucléaire. Parce que si l'Iran accédait à l'arme nucléaire, il y aurait risque de contagion, parce que les pays voisins pourraient se dire, eh bien, il y a ce danger pour moi, il faut donc moi-même, je me donne de l'arme nucléaire, et à ce moment-là, par contagion après contagion, on risque d'avoir une situation dramatique pour la communauté internationale. Donc il faut faire en sorte que le respect du traité de non-prolifération de 1968 soit un impératif pour tout le monde, et nous avons sur ce point un désaccord avec les États-Unis. Mais c'est la même posture que nous utilisons à l'égard de la Corée du Nord, parce que le fait que la Corée du Nord accède à l'arme nucléaire, c'est un danger aussi pour l'ensemble de cette zone, c'est un danger pour nous-mêmes, pour le Japon, mais c'est aussi un danger pour nous-mêmes, parce que l'ampleur balistique qui est aujourd'hui évaluée en Corée du Nord est une ampleur qui nous met nous-mêmes en cause. Alors je vais vous parler de la Corée du Nord, mais deux mots. Emmanuel Macron, vous confirmez l'invitation lancé par Donald Trump à Emmanuel Macron pour la fête nationale américaine? Oui, il va se rendre en avril. En avril? Aux États-Unis. C'est pas moi. Visite officielle? En avril. Visite officielle en avril. Fin avril. Il va bientôt rencontrer Vladimir Poutine, la Coupe du Monde? Emmanuel Macron rencontre l'ensemble des dirigeants du monde. Il les rencontre, il leur téléphone, il leur parle, parce que la France parle avec tout le monde. Et ça nous donne de la force pour valider nos arguments et faire valoir nos positions.
Lorsque le président de la République s'entretient avec le président Trump ou le président Poutine ou le président Erdogan, peu importe, il dit les choses très clairement et il affiche les désaccords quand il y en a. Et je crois que c'est plus simple comme ça. Il faut éviter des ambiguïtés dans les propos. Pour la Coupe du Monde. Et dans les, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. Il aime bien le football, mais je suis pas sûr. Moi, je vais aux Jeux Olympiques. Mais justement, la transition était toute trouvée. C'est pour ça. Donc vous ne savez pas. Prochaine rencontre avec Poutine. Ce qui est certain, c'est que le président va se rendre aux États-Unis à l'invitation du président Trump au mois d'avril. Visite officielle. Jean-Yves Le Drian, vous partez pour la Corée du Nord. La Corée du Sud. La Corée du Sud. Excusez-moi, mais pas encore la Corée du Nord. Non, mais enfin bon, là, Pyongyang. Là, que se passe-t-il? La Corée du Sud et la Corée du Nord, qui font compétition en commun à Pyeongchang. Oui. Extraordinaire, non? Le président du Parlement nord-coréen sera même en Corée du Sud, va venir. Ça veut dire quoi? C'est un bon signe? Ça veut dire qu'on est peut-être sur la voie d'un dialogue retrouvé? Le sujet est le suivant. Est-ce que c'est la trêve olympique ou est-ce que c'est le rêve olympique? La trêve olympique, ça peut être l'opportunité de se parler. Peut-être que les autorités nord-coréennes et sud-coréennes le feront, je le souhaite. Le rêve olympique, c'est le rêve de la paix retrouvée. Et si c'est le rêve olympique, ce serait un très beau moment. Vous croyez? Ce n'est pas à exclure, en tout cas c'est le souhait que je formule. La Corée du Nord n'a pas renoncé, même s'ils font équipe de hockey sur glace commune avec la Corée du Sud, à ses prétentions de détenir l'arme nucléaire et d'avoir les capacités balistiques nécessaires pour la projeter. À ma connaissance, le dernier discours de Kim Jong-un au début de l'année pour les vœux affichait et réaffichait cette détermination. C'est ce qu'il faut combattre. Si d'aventure la Corée du Nord accédait à l'arme nucléaire, à la capacité de projection de l'arme nucléaire, c'est d'abord l'ensemble des pays de la région qui seraient en très grande fragilité, mais aussi l'Europe, parce que la capacité de projection serait très grande. On est à près de 10 000 km de portée, donc ce serait un danger considérable. Donc il faut empêcher cela, et pour empêcher cela, il faut que dénucléariser l'ensemble de la péninsule coréenne. Et il faut donc que la Corée du Nord vienne à la table des négociations. Vous êtes d'ailleurs sur la même position que le Japon. Je viens du Japon, nous avons pu en parler, les Japonais sont inquiets. Et évidemment, si d'aventure la Corée du Nord se dote de l'arme nucléaire sans que personne ne proteste, alors le Japon va se dire... Il n'y a pas que les Japonais, les Russes, les Chinois sont inquiets aussi. Absolument. Et les Chinois, ce que j'observe quand même, c'est que il faut mettre en œuvre des mesures de rétorsion, de sanctions pour obliger la Corée du Nord à venir à la négociation. Et lors des dernières discussions aux Nations Unies, c'est-à-dire à la fin du mois de décembre, l'ensemble des membres du Conseil de sécurité, Chine et Russie compris, ont voté un nouveau train de sanctions pour obliger Kim Jong-un à venir à la négociation. J'espère que l'esprit olympique va lui permettre d'avancer. Jean-Yves Le Drian, j'ai une dernière question. Vous êtes toujours membre du Parti Socialiste? Pour l'instant, oui. Vous allez voter pour le... Je n'ai pas le sentiment du parti, non? Je pense que il y a une erreur d'appréciation que doivent faire les socialistes. Il s'est passé un vrai tremblement de terre politique. Et croire que dans quelques années, ça va revenir comme auparavant est une erreur. Et donc, il faut se situer dans une nouvelle donne qu'a instauré le président Macron. Moi, je suis très heureux de ce que je fais auprès du président Macron. Je me sens très à l'aise dans cette équipe. Et cette créativité et en même temps, cette détermination de redresser la France me paraît saine. J'observe aussi dans mes fonctions combien dans le monde on attend la France, combien il y a un moment France dans le monde, comment il y a une envie de France. Et si les socialistes ne prennent pas en considération cette nouvelle donne, ils échoueront. Vous allez quitter le parti ? Je vous le dirai quand ce sera là le moment. Oui, mais vous y pensez. C'est une hypothèse. Merci Jean-Yves Le Drian, 8h55. Bientôt 9h sur BFM TV. Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'édition spéciale continue. Évitez la voiture, évitez le train. Ce sont les consignes de la SNCF et du ministère de l'Intérieur dans les zones touchées depuis hier par les chutes de neige. Les équipes de BFM TV suivent la situation auprès des milliers de personnes qui sont encore bloquées. 10 à 12 cm de neige à Paris intramuros. Météo France nous dit qu'on est au niveau de 2013. Il faut remonter au 14 janvier 1987 pour trouver une quantité de neige supérieure. Dans les voitures, dans les gymnases, dans les gares, à Orly, voilà où des centaines et des centaines de personnes ont passé la nuit entre 1500 et 2000. Ce sont les chiffres officiels et ils ne sont pas toujours très contents de ce qu'ils ont vécu. Vous les entendrez.